Permettez un instant, vous allez Fidèle, je tiens à nuancer qu'on ne parle pas de la promotion du baccalauréat, mais la promotion des séries. Non, il faut bien d'abord parler de non, mais on a parti de la promotion de avant qu'on en arrive à la promotion des sinon, moi, spécifiquement, je parlais de la promotion des séries, de la promotion de la formation technique. Parce que de nos jours, il y a le taux de croissance du chômage qui s'accroît. Alors, quand tu te formes tôt et tu sais que, bon, dès mon bas âge, c'est telle formation que j'ai faite, là, ça te permet de vite t'orienter et de quitter le lot de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, au chômage, bien de ceux-là qui se forment pour pouvoir déboucher sur le chômage. Et si c'est que l'on sait bien faire, sinon, on peut également faire ces séries dont on parle aujourd'hui et chômer. Oui, on peut faire ces séries et chômer aussi. Pas forcément pour vous de faire une formation au lycée technique et chômer, hein. C'est rare, à moins que vous soyez paresseux, que vous ne voulez pas travailler ou trouver quelque chose à faire. Ceux qui chôment le plus, ce sont ceux qui font les séries littéraires. L'enseignement général, c'est ça, parce que l'enseignement général, on nous a enseigné de corriger la tête et corriger la tête même jusqu'à l'université, et après vous finissez, vous commencez par écrire j'ai l'honneur. Et même dans l'enseignement général, il y a des bacs scientifiques, mais vous dites que c'est des bacs littéraires, mais je suis pas d'accord avec vous. Non, il faut faire la part des choses. Hein. Quand on parle de bac scientifique, oui, hein, oui, vous avez dit c'est par extension ou carrément par abus de langage en réalité, parce que aucun bac n'est a priori non scientifique. La science, même la philosophie, nous autres philosophes vous dirons que c'est une science. Donc vous voyez, c'est pas abus de langage. Maintenant, quand nous sortons de ces considérations de terminologie, il y a maintenant les séries où c'est véritablement professionnel, c'est purement technique, c'est-à-dire on voit le monsieur à l'œuvre, il apprend ce qu'il doit pouvoir faire, il pratique. C'est ça qui fait en fait la nuance. Sinon, a priori, nous sommes tous dans la science de toutes les façons. Donc il faut faire cette différence-là. Maintenant, il y a qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre donc de dispositions qui sont prises pour favoriser, nous allons dire, l'émergence des séries techniques et professionnelles, avec la création des lycées modernes, avec les mesures d'accompagnement par rapport donc à l'accès justement à ces lycées, l'amélioration donc du plateau technique au niveau donc de ces lycées, l'appui, les divers accompagnements. Il y a tout ça qui favorise la chose. Mais là encore, je ne voudrais pas encore parler, à mon sens, de favoritisme en réalité, parce que nous sommes tellement en retard par rapport à notre promotion de la littérature. Nous sommes là, nous parlons bien français, et firmement qui se désolent de ce que les enfants ne parlent pas bien français, ils peuvent mal parler français. S'ils peuvent déjà très bien parler la langue maternelle, c'est déjà quelque chose, parce qu'on réfléchit mieux dans sa langue maternelle avant d'aller dans la langue d'autres. Donc, on a un retard considérable sur ce plan-là, que même si on nous donnait encore 10 ans, 20 ans, il sera difficile d'atteindre déjà le niveau, c'est-à-dire de relever le gap et de pouvoir maintenant exceller la destinée. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure option que l'option aujourd'hui faite par le gouvernement du président Patrice Talon. Il reste à souhaiter que les mesures d'accompagnement soient constantes pour que nous puissions atteindre les objectifs à temps et qu'il n'y ait pas de relâchement en cours de route. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec Fidèle, mais je voudrais dire que le système EducMaster ne veut pas forcément dire que c'est le système qui nous permet de connaître le niveau des apprenants aujourd'hui au Bénin, dans le système éducatif. Non, j'ai jamais dit ça. Et le système EducMaster ne veut pas. Retour en studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse, et pour le numéro de ce jeudi 11 juillet 2024. Nous sommes en studio avec trois confrères. Firmin Assoba, bonjour. Casimir Ok, bonjour à chacun et à tous. Vous êtes de la radio Osana. Avec vous, nous avons Fidèle Vodounon. Fidèle, bonjour. Bonjour cher ami Casimir, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Express. Et le troisième confrère, c'est bien Abdias Agagba. Abdias, bonjour. Bonjour Casimir Ok. Vous êtes un journaliste indépendant. Nous parlons aujourd'hui de l'éducation et nous allons démarrer avec ce qui fait la une des quotidiens aujourd'hui, c'est bien les résultats du baccalauréat 2024. Ces résultats, les grandes tendances qui donnent 56,93% au plan national. Fidèle Vodounon. Oui, cher ami Casimir, je pense que c'est exactement ce que vous avez dit. Vous me laissez certainement le soin de dire que c'est en légère baisse de 7% par rapport donc à l'année dernière. Et donc pour moi, et quand on analyse un peu les taux par série, allant de la série A
A1, A2, B, C, D, jusqu'au tout ce qui va aux séries techniques. On sent quand même qu'il y a cette forme d'équilibre justement dans les choses, et qui, pour moi, qui suis quand même quelqu'un de très particulièrement intéressé justement aux questions d'éducation, c'est un indicateur clé de ce que nous sommes en plein là dans la réalité justement des chiffres, dans la réalité des chiffres, dans la mesure où ce n'est pas encore trop loin du taux donc d'admissibilité de l'année dernière, et donc cela me paraît refléter la réalité donc des choses, du niveau réel justement de nos candidats, et en quelque sorte aussi montrer un peu comme l'évolution dans le cursus scolaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une batterie de réformes depuis quelques années, et donc ça déteint forcément sur les résultats, parce qu'il y a forcément de nouvelles pratiques, il y a aussi de nouvelles exigences par rapport aux enseignants, et de toute évidence les épreuves aussi ne manqueraient pas justement de refléter aussi ces exigences-là. Ceci pourrait donc expliquer cela. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'on a moins de quiproquos autour du bac béninois, qui dans tous les cas a toujours été une référence quand même dans la sous-région, et donc c'est déjà un mérite de garder le cap et de donner véritablement le vrai visage de notre baccalauréat, le vrai visage du niveau donc des apprenants. Donc pour moi, il n'y a pas matière à grande polémique. Il faut tout de même saluer quand même bien le travail abattu par tous les acteurs impliqués dans l'organisation et dans le déroulement de cet examen. Depuis la rentrée scolaire, il ne faudrait pas négliger l'investissement des enseignants, de tout le corps administratif, et surtout la présence des parents d'élèves qui ont su quand même accompagner les enfants dans ce processus-là qui aboutit donc à la délibération. Donc on s'en tiendra à ça en espérant que l'année prochaine sera meilleure que cette année. Et ça laisse quand même, faut le dire, un arrière-goût plus ou moins amer de constater que c'est quand même une baisse, fut-elle négligeable, de 7% par rapport à l'année dernière. Fimea Sogba, 56,93%, vos appréciations. Casimir, ok, mon point de vue sera tout autre que fidèle. Je pense que depuis quelques années, je dirais, le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle est en train de faire en quelque sorte, je dirais, la promotion de son ministère à travers les résultats que nous obtenons. Alors, lorsque je prends le taux de l'année dernière, qui est plus élevé que celui de cette année, qui est de 63,08, et lorsque nous prenons celui de cette année, 56,93, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Lorsque nous prenons par exemple les examens du bac, les années de 2008, 2004, 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2010, 2011 et 2012, je pense que ces taux sont quasiment différents de ce que nous observons depuis quelques années. Tantôt ça s'augmente, tantôt ça baisse. C'est à croire qu'on veut faire la promotion, je dirais, du gouvernement à travers le résultat que nous obtenons. Est-ce vraiment le niveau que reflète le résultat de ces enfants? Est-ce que c'est le travail fourni véritablement par ces enfants qui donne ces taux de réussite? C'est la question que nous devons nous poser. Et lorsque je reviens par série également, c'est à croire qu'il y a des séries qui sont privilégiées au détriment des autres séries. Je ne sais pas. Vous voulez parler de quelle série par exemple? Lorsque je prends la série C, l'année dernière, c'était la série C, c'était la série B, si j'ai bonne mémoire. Et cette année, bon, il y a la série A qui a donné aussi de résultats. Essayez d'aller interroger ces candidats qui sont désormais bacheliers. Essayez d'échanger avec eux, ne serait-ce quelques minutes. Vous verrez le niveau réel de ces enfants. Qu'est-ce que l'éducation béninoise devient aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. Nous devons véritablement chercher si le travail est fait véritablement. Est-ce que le résultat que nous avons, c'est l'image de ces enfants, de ces apprenants? Ça voudra dire que vous soupçonnez qu'on accorde le baccalauréat aux apprenants qui n'ont même pas le niveau d'avoir le baccalauréat. Casimir, ok, j'ai donné des exemples des années et ça doit vous dire, lorsque je prends l'année 2005-2006, si on va fouiller encore dans les archives, vous verrez, si le taux est élevé, en réalité c'est 50%. Et je ne me rappelle pas si c'est l'année dernière ou il y a de cela 2 ans, le taux que le bac a donné, c'était une première, après des années, une première au Bénin. Donc,
moi, c'est à croire pour moi que on est en train de faire la politique. On veut montrer que bon, le système en place met les moyens qu'il faut. Est-ce que les enseignants eux-mêmes sont formés pour? Je ne sais pas. Et quelle est la qualité de l'enseignement aujourd'hui? Lorsque surtout on veut désormais demander aux candidats au brevet d'études du premier cycle de composer toutes les matières, qu'il n'y a plus de modèle long et ni modèle court. Vous voyez que on mélange tout à la fois. Donc il y a des questions à se poser. Moi, je doute fort. Abdia Sagaba, le pourcentage du baccalauréat 2024 est de 56,93%, plus de la moitié. Oui, Kazmioke, je pense que, comme l'avait dit le confrère de Radio Zana, le gouvernement en place, selon moi, est en train de faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pourquoi je le dis? Et du point de vue du pourcentage du baccalauréat D, depuis un bon moment, nous remarquons que le baccalauréat D ne donne pas. Pourquoi? Parce que là, c'est une série qui s'ouvre sur plusieurs facultés, sinon plusieurs écoles de l'enseignement supérieur. Alors, le baccalauréat D donne 49,59% sur tout le territoire national. Et ça dit que ceux-là qui obtiennent le bac D, vu qu'ils sont polyvalents, ils vont discuter de postes ou bien de places avec leurs camarades qui ont des baccalauréats spécifiques. C'est un peu là, moi, mon inquiétude. Voyez-vous? Donc, il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir aussi, orienter, n'est-ce pas, nos enfants, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, aujourd'hui, dans les formations professionnelles et techniques. Et ne pensez-vous pas que c'est une bonne chose d'aller vers les formations professionnelles techniques aujourd'hui? Tout à fait, c'est une bonne chose. Là, dès le bas âge, l'enfant sait déjà à quoi s'en tenir. L'enfant a déjà une carrière envisagée, se forme pour. Et il se forme déjà pour la vie active. Voyez-vous, moi également, j'ai fait une formation professionnelle. J'ai fait un baccalauréat technique, n'est-ce pas? Voyez-vous, donc j'épouse l'idée du gouvernement en place à permettre quand même à ce que les enfants, dès le bas âge, soient orientés. Je voudrais revenir un peu sur la question des pourcentages pour dire que en fait le bac aujourd'hui dans la sous-région ne se déroule pas en vase clos a priori. C'est donc un baccalauréat qui est quand même ouvert sur le monde, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur la base justement de ce bac-là que nos jeunes frères voyagent, vont même jusqu'au-delà du continent africain, et ça doit pouvoir être donc valable dans ces pays-là. Et pour y arriver, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, il y a un certain nombre de certifications déjà au niveau de l'office donc du baccalauréat. Donc je me permets d'être péremptoire là-dessus, il n'y a pas de doute sur le bac béninois, sur la qualité justement du déroulement. Moi j'ai eu la chance, encore il y a quelques années, ça s'est corsé au fil du temps, de participer au secrétariat bac pour comprendre en réalité que, quand ça arrive, par exemple, qu'on dise qu'un candidat a été lésé, j'ai envie de parler comme monsieur tout le monde, c'est que certainement il y a une tente derrière. Parce que quand on voit les niveaux de contrôle, depuis le convoyage des copies jusqu'à l'entrée des données dans l'ordinateur, c'est une machine, c'est une grosse machine qui travaille. Et ce que nous ne savons pas assez, c'est vrai, c'est le ministère de l'enseignement secondaire, technique et formation professionnelle qui prépare les candidats au baccalauréat, mais les grandes têtes pensantes justement du bac, ceux qui ont le contrôle véritablement, le corps de contrôle, c'est l'enseignement supérieur. C'est des gens de l'enseignement supérieur. Parce qu'il s'agit du premier diplôme universitaire. Donc vous voyez, c'est deux ministères qui sont à cheval sur le même examen. Vous voyez un peu les niveaux de contrôle, les niveaux de vigilance qu'on pourrait donc accorder à cet examen-là. Mais passé cet aspect, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un intérêt pour les séries scientifiques depuis quelques années avec le gouvernement en place, et donc forcément ça doit pouvoir naturellement déteindre sur le niveau donc des apprenants, surtout des séries scientifiques et plus particulièrement de la C. Vous avez dû constater que au niveau de la C, on a eu près de 84% de réussite, et moi ça ne m'étonne pas véritablement, sans oublier les autres mesures d'accompagnement au niveau de nos collèges. Aujourd'hui il y a des TD systématiques qui sont organisées même depuis le primaire. Depuis le primaire pour le CEP, déjà, il y a des mesures qui sont prises pour que les enfants soient pris en charge vers la fin pour les travaux dirigés, pour quand même relever leur niveau, et toutes les autres mesures d'accompagnement au niveau du secondaire, la gratuité pour les filles et tout ça. Donc, il y a une batterie de mesures qui, aujourd'hui, pourraient justifier justement le niveau des apprenants. Pour ce qui est des niveaux, c'est-à-dire comment nous pourrons apprécier le niveau donc des apprenants, c'est un autre débat.
c'est un autre débat parce que ce que nous ignorons souvent quand il s'agit d'un examen national, c'est que nous avons tendance, et ça c'est général, à penser que voilà, c'est le sommet des sommets, quoi. Un examen national, c'est pour mais les moyens. on pense que c'est pour les meilleurs. Non, ça, c'est les concours qui sont pour les meilleurs. Les concours sont pour les meilleurs, mais les examens de fin d'année, les examens officiels dans un pays sont pour les moyens. Il y a des facultés dans lesquelles, si vous tombez sous 12 de moyenne ou 14 de moyenne, vous êtes parti, par exemple. Là, nous sommes dans l'excellence, on est dans ces exigences. Mais pour le bac, pour le BEPC, je crois que c'est la moyenne qu'on recherche. Donc, il faudrait qu'on prenne en compte ces paramètres-là. Et je finirai sur une expérience personnelle concernant justement les séries C qui semblent pas avoir l'adhésion de mon ami Purmet. C'est que moi, j'ai fait une série littéraire, j'ai fait un bac A1, d'accord? J'avais jusqu'en 3e des aptitudes pour la série C. J'ai des professeurs qui sont mécontents de moi jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Mais j'avais déjà mon goût pour le journalisme, la littérature et tout. Donc, ça s'est décidé comme ça grâce à une professeure principale qui m'a naturellement orienté vers la série littéraire parce que la moyenne en littérature et la moyenne en scientifique, ce n'était pas évident. Il n'y avait pas une grande différence. Donc, on m'a orienté vers la série littéraire. Ce que j'ai remarqué chez nos amis de la C dans le temps, et je vous mets à l'aise que mon bac est vieux déjà de 20 ans, eh bien, déjà à cette époque-là, les amis de la C avaient beaucoup d'aptitudes pour la littérature. Et les exercices les plus compliqués en littérature, moi, j'avais la passion pour le commentaire composé, ce qui n'était pas à la portée de tout le monde. Et donc, c'était aussi leur exercice préféré. Pendant que tout le monde faisait contraction de thèse ou dissertation, par exemple. Donc, c'est vous dire que les scientifiques, et vous remarquerez d'ailleurs, par rapport aux publications, les meilleurs auteurs aujourd'hui littéraires, c'est souvent des scientifiques. Donc, ils ont déjà des aptitudes parce que quand vous appliquez la rigueur scientifique à la littérature, vous vous en sortez mieux que même celui qui se prend pour littéraire pur et dur et qui ne soit pas véritablement très actif dans la science. Donc, c'est vous dire qu'il y a de ces petits paramètres-là que nous n'appréhendons pas et qui pourraient quand même justifier cette constante qu'on pourrait relever dans les pourcentages au niveau donc des séries scientifiques, sans oublier, là je reviendrai à Bias sur le fait qu'il y a une batterie de mesures aujourd'hui pour encourager donc les enfants à aller vers les séries scientifiques et la généralisation justement des matières scientifiques au niveau donc du BEPC dont parlait tout à l'heure Firmin rentre en ligne de compte d'ailleurs avec cette disposition là et forcément vous allez voir d'ici 1 an, 2 ans, ça va forcément améliorer donc les choses au niveau du baccalauréat parce que cette année c'est la première expérimentation pour le BEPC général, on va dire entre guillemets, et donc dans 2-3 ans vous verrez que ça va donner quelque chose au niveau du baccalauréat et Dieu nous prête vie, on fera l'analyse pour voir si ça a vraiment impacté positivement ou négativement. Mais dans tous les cas, le bac béninois reste une référence et c'est le lieu d'encourager, de féliciter les différents acteurs qui y travaillent et je peux en témoigner pour avoir été quand même au secrétariat bac une fois. Firmin Asogba, est-ce à dire que ces séries-là dont vous parlez, les séries D et autres, qui n'ont pas donné un bon effectif comme vous le dites aujourd'hui, sont en voie de disparition? Non, on va pas le dire. Je vais réagir sur votre question tout à l'heure, mais je voudrais rappeler à Fidèle que on n'a jamais dit que le bac béninois n'est plus le bac béninois et qu'il n'y a pas du sérieux. Il y a toujours du sérieux dans l'organisation du bac au Bénin, mais je dis qu'il y a une certaine promotion qui est en train de se faire. Lorsque nous prenons le bac de 2018, c'est 33,43%. Et lorsque je prends le bac de 19-2020, donne 49,72%. Donc, lorsque nous prenons à partir de 2021 à 2024, vérifiez. Le bac 2021 donne 64,40%. Le bac 2024 donne? Bac 2024 donne 56,93%. Je vous réponds. Lorsque nous remontons de 2018 à 2000, si vous voulez, oui, vous ne verrez pas ce taux de 60 et quelques pourcents, ni 56. Le plus élevé, selon les statistiques que je vois, le plus élevé, c'est à peine 50. Et c'est le seul taux de, je pense que c'est 2018 qui donne 50,09 bac 19. 09, voilà, le bac de 2019. Donc, analysons maintenant le taux de 2021 ou bien 2020 à 2024. Il y a une nette différence. Mais quand je prends le niveau de ces apprenants de 2020 à 2024 à comparer à celui de 2000 à 2019, ce n'est pas exactement la même chose. Et si je le dis, je ne dis pas que il n'y a pas du sérieux dans l'organisation ou dans tout ce qui suit. Mais moi, je dis qu'il y a une certaine promotion. Si on remonte de 2000 à 1900, quand on va complètement en arrière, si on compare, il n'y a jamais ce taux que nous voyons aujourd'hui. Donc,
pour moi, c'est vrai qu'il y a peut-être un sérieux dans l'organisation, dans tout ce qui accompagne l'organisation du bac au Bénin, mais est-ce que le travail qui se fait là, est-ce qu'on n'essaye pas à un moment donné de bourrer les résultats? Et lorsque je reviens sur votre question de série tout à l'heure, nous allons parler des séries littéraires, des séries scientifiques. Vous savez tout comme moi qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de faire la promotion des séries scientifiques. Et quand je dis faire la promotion des séries scientifiques, quand vous prenez beaucoup plus, je veux parler de ces écoles où on envoie des enfants en formation, des élèves du lycée technique. Aujourd'hui, l'objectif du chef de l'État, c'est promouvoir les scientifiques. Je ne sais pas si c'est au détriment des littéraires. Et tout à l'heure, dans son analyse, il y a Abdias qui disait que c'est à croire que, bon, aujourd'hui, on mise beaucoup plus sur les séries scientifiques. Et c'est ce que nous voyons. Et lorsque moi je le dis ainsi, quand on regarde le taux au niveau de chaque série, je pense que de 2021 à 2024, c'est le seul taux le plus élevé en série A1. C'est le seul taux le plus élevé. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a une série qui est plus appréciée du gouvernement ou de l'office du bac. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est essayer de comparer les taux de réussite. Nous comparons quel est le niveau actuel et quel est le niveau en général de ces apprenants. C'est vrai, vous l'avez dit, dans la sous-région, un peu partout, les gens voyagent avec leur diplôme. C'est un diplôme universitaire. Le premier diplôme qui donne accès à l'université. Oui, si vous avez ce diplôme, vous irez. Mais on ne veut pas chercher à savoir quel est votre niveau. L'essentiel, c'est que l'office du bac vous déclare admissible. Lorsque vous êtes admis, vous avez accès. Donc, on ne veut plus chercher à savoir quel est votre niveau réel. Alors que, moi, je le dis, c'est vrai, on ne va pas parler de chance à un examen. Quand bien on dit que ce n'est pas un concours, il va falloir qu'il y ait le niveau réel. Mais lorsque vous prenez les anciens, nos parents qui ont été au bac avant nous autres, le niveau, ce n'est pas le même. Et le niveau du système éducatif aujourd'hui au Bénin est en baisse. Au fur et à mesure, le niveau diminue. Et les enfants aujourd'hui sont incapables de parler le français, sont incapables de vous faire une bonne lecture. Donc, c'est à revoir. Firmin Sogba, nous allons revenir sur ça, mais avant de donner la parole à Abdias, je voudrais vous rappeler, Firmin Sogba, que quand nous prenons par exemple le bac de 1971, parce que vous parliez des années 1900, nous avons 63,20%. L'année qui a suivi, nous avons 58,74%, mais bien avant ça, bac 70, nous avons 58,52%. Ça voudra dire que ce n'est pas que au temps du président du régime actuel que nous avons les taux qui dépassent 50%. Non, mais attendez, lorsque vous prenez ces trois taux, oui, après ces années-là, quel a été... C'est vrai, nous avons eu des 30%. Il y a des bacs de 8%. De 8%, exactement. Voilà, donc je dis, peut-être qu'à un moment donné, ça a donné, en dehors des années blanches qu'on a connues. Donc, il n'y a pas marche. Aujourd'hui, je dis que de 2000 à 2024, je dis de 2000 à 2024, ce n'est pas exactement la même chose. Mais ça ne peut jamais donner la même chose. Vous permettrez, Kazmi, c'est important que nous levions l'équivoque, sinon les auditeurs risquent de nous prendre à défaut sur la question. Je pense que sur la variation des taux, je pense que Firmin sera d'accord que si un gouvernement, un pouvoir voudrait bonifier justement sa gouvernance, la moindre des choses, c'est que de 2017 à aujourd'hui, que le bac aille vraiment crescendo par rapport au taux de réussite. Et je pense qu'il est d'accord que ce n'est pas le cas. Donc, rien que sur cet indicateur, nous sommes à l'aise. Cela dit, il y a eu à chaque fois des efforts qui sont déployés. Aucun pouvoir au monde ne peut regarder donc les résultats de fin d'année vraiment descendre dans l'abîme sans faire quelque chose. Il y a un minimum d'efforts qui est fourni. Je prends juste un exemple. Quand vous voyez l'avènement par exemple d'EducMaster, cette plateforme de gestion de nos écoles et des examens aujourd'hui au Bénin, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui par exemple, le taux d'absentéisme donc des enseignants est vraiment négligeable, et du fait justement de cet outil où aujourd'hui l'enseignant sait que même le ministre depuis son bureau est capable de savoir s'il est venu au cours ou pas. Donc ça, c'est des éléments qui forcément doivent pouvoir quand même influencer positivement justement les résultats. Et au-delà de ça, il y a d'autres contingences que nous n'appréhendons pas forcément. Tous les enfants n'ont pas les mêmes niveaux. Et la question donc de promotion dont on parle, non, on n'a pas à promouvoir, parce qu'il s'agit de l'image du pays. C'est des choses très sensibles sur lesquelles moi je ne permettrai pas que nous nous amusions. La preuve en est que ce n'est pas tous les enfants qui vont à l'examen qui réussissent tout de go. J'ai ma propre soeur qui est tombée
au bac l'année dernière. Et il a fallu pour elle reprendre donc du poil de la bête pour réussir cette année. J'attends de voir si elle peut voir si vraiment elle a mis le paquet ou pas. Donc c'est des réalités sur lesquelles on n'a même pas à transiger. Donc c'est de cela qu'ils voudraient que le fumier soit totalement à l'aise et soit encore plus fier du bac de son pays. Non, moi je suis vous n'êtes pas sur les preuves. Il y a également permettez un instant, vous allez je tiens à nuancer qu'on ne parle pas de la promotion du baccalauréat, mais la promotion des séries. Non, le fumier a d'abord parlé de non, mais on a parti de la promotion du baccalauréat. Avant qu'on arrive à la promotion des sinon, moi spécifiquement, je parlais de la promotion des séries, de la promotion de la formation technique. Parce que de nos jours, il y a le taux de croissance du chômage qui s'accroît. Alors, quand tu te formes tôt et tu sais que, bon, dès mon bas âge, c'est telle formation que j'ai faite, là, ça te permet de vite orienter et de quitter le lot de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, au chômage, bien de ceux-là qui se forment pour pouvoir déboucher sur le chômage. Et si c'est que l'on sait bien faire, sinon, on peut également faire ces séries dont on parle aujourd'hui et chômer. Oui, on peut faire ces séries et chômer aussi. Pas forcément pour vous de faire une formation au lycée technique et chômer, hein, c'est rare. À moins que vous soyez paresseux, que vous ne voulez pas travailler ou trouver quelque chose à faire. Ceux qui chôment le plus, ce sont ceux qui font les séries littéraires. L'enseignement général, c'est ça, parce que l'enseignement général, on nous a enseigné de corriger la tête et corriger la tête même jusqu'à l'université et après vous finissez, vous commencez par écrire j'ai l'honneur. Et même dans l'enseignement général, il y a des bacs scientifiques, mais vous dites que c'est des bacs littéraires, mais je suis pas d'accord avec vous. Non, il faut faire la part des choses. Hein. Quand on parle de bac scientifique, oui, hein, oui, vous avez dit c'est par extension ou carrément par abus de langage en réalité, parce que aucun bac n'est a priori non scientifique. La science, même la philosophie, nous autres philosophes vous dirons que c'est une science. Donc vous voyez, c'est pas abus de langage. Maintenant, quand nous sortons de ces considérations de terminologie, il y a maintenant les séries où c'est véritablement professionnel, c'est purement technique, c'est-à-dire on voit le monsieur à l'œuvre, il apprend ce qu'il doit pouvoir faire, il pratique. C'est ça qui fait en fait la nuance. Sinon, a priori, nous sommes tous dans la science de toutes les façons. Donc il faut faire cette différence-là. Maintenant, il y a qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre donc de dispositions qui sont prises pour favoriser, nous allons dire, eh bien l'émergence des séries techniques et professionnelles, avec la création des lycées modernes, avec les mesures d'accompagnement par rapport donc à l'accès justement à ces lycées, l'amélioration donc du plateau technique au niveau donc de ces lycées, l'appui, les divers accompagnements. Il y a tout ça qui favorise la chose. Mais là encore, je ne voudrais pas encore parler, à mon sens, de favoritisme en réalité, parce que nous sommes tellement en retard par rapport à notre promotion de la littérature. Nous sommes là, hein, nous parlons bien français, et firmement qui se désolent de ce que les enfants ne parlent pas bien français, eh bien ils peuvent mal parler français. Ils peuvent déjà très bien parler la langue maternelle, c'est déjà quelque chose, parce qu'on réfléchit mieux dans sa langue maternelle avant d'aller dans la langue d'autrui. Donc on a un retard considérable sur ce plan-là, que même si on nous donnait encore 10 ans, 20 ans, il sera difficile d'atteindre déjà le niveau, c'est-à-dire de relever le gap et de pouvoir maintenant exceller la destinée. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure option que l'option aujourd'hui faite par le gouvernement du président Patrice Talon. Il reste à souhaiter que les mesures d'accompagnement soient constantes pour que nous puissions atteindre les objectifs à temps et qu'il n'y ait pas de relâchement en cours de route. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec Fidèle, mais je voudrais dire que le système EducMaster ne veut pas forcément dire que c'est le système qui nous permet de connaître le niveau des apprenants aujourd'hui au Bénin, dans le système éducatif. Non, j'ai jamais dit ça. Et le système EducMaster ne veut pas également dire que nous permet de détecter bien la qualité de l'enseignement. Non plus n'a jamais dit ça. Non, je suis d'accord de l'enseignement que donne et l'enseignant à ses enfants. Il y a d'autres professionnels là-dessus. Alors, il y a les inspecteurs là où je suis d'accord, c'est que ça permet de connaître si l'enseignant est effectivement présent au poste. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'enseignant qui n'est pas de commun accord avec son directeur d'établissement, et le directeur d'établissement refuse peut-être de
de marquer, parce que c'est à lui. Quand je prends l'enseignement général, secondaire, c'est au censeur de prendre la présence et d'aller marquer dans le système EducMaster que l'enseignant a travaillé durant tout le mois, il a servi, il a respecté l'horaire, le quota horaire qui lui a été donné. Mais dans le cas où l'enseignant est en difficulté avec son directeur d'école, et on a appris même sur la toile ce cas qui est véritablement un problème entre un enseignant et son directeur. C'est tellement un cas isolé. Le directeur qui est tellement menacé. Ça s'est passé avec plusieurs autres enseignants. Si votre tête ne plaît pas peut-être à votre directeur, le directeur... Ça ne peut quand même pas être la norme. Le directeur n'arrive pas à respecter véritablement. Vous oubliez qu'il y a quand même le cahier de test. Et l'autre chose, il y a le cahier de test. Le cahier de test tout au moins. On ne peut pas prêter place à ça. L'autre chose, dans le cas où le directeur ou le censeur ne maîtrise pas l'outil informatique, parce qu'aujourd'hui, souffrez, hein, parce que le système est là. Non, attendez, le système est là. Le système, il faut informer bien possible. Non. Je faut informer Firé avant qu'il ne dise une bêtise. Il y a des points focaux EducMaster au niveau donc de chaque unité pédagogique. Je ne refuse pas. Celui qui fait le travail, c'est le censeur. Et dans le cas où il ne maîtrise pas véritablement, déjà qu'il y a un point focal là, là, c'est vous qui parlez du point focal. Et là, c'est dans l'enseignement du second degré, sinon l'enseignement secondaire. Mais dans l'enseignement primaire ou primaire, il y a des directeurs, moi je connais des directeurs qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Je peux vous assurer pour les informations que j'ai, pour avoir assisté à l'évaluation, par exemple, donc la mise en œuvre d'EducMaster dans le premier degré dont vous parlez, dans l'enseignement maternel et primaire, que le ministère des enseignements maternels et primaires est plus en avance sur les autres ministères en charge de l'éducation aujourd'hui en matière de mise en œuvre d'EducMaster, en matière d'efficacité et en matière d'efficience. On comprend votre réaction. Vous êtes dans le domaine, c'est votre domaine à vous. Vous êtes dans le système, vous ne pouvez que louer ce système. Effectivement, justement, je comprends Fidèle dans ce qu'il dit. Effectivement, dans l'enseignement maternel et primaire, ils sont en avance sur le secondaire. Sur le secondaire. Sinon, en ce qui concerne la plateforme d'EducMaster, dans quel champ d'action? Uniquement en ce qui concerne la sélection de ceux-là qui iront aux travaux des examens, c'est-à-dire la surveillance, la correction et consorts. Mais partant de l'enrichissement des enfants, des élèves, des apprenants, sur la plateforme, des enseignants également, sur la plateforme EducMaster, je vous dis, et je vous il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des et s'il le dit, c'est parce qu'il est dans le domaine. Il y a un problème. Des directeurs qui ne maîtrisent pas l'outil informatique et qui ne comprennent rien d'EducMaster. Et là, ils sollicitent la collaboration de leurs adjoints, de leurs collaborateurs pour pouvoir faire inscrire les enfants. Nous avons l'obligation d'informer les gens, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de faire la promotion de cela. Je ne suis pas fonctionnaire du ministère des enseignements maternels primaires, encore moins chargé de communication d'EducMaster. Je connais un docteur Waïdi Bello qui en est le promoteur, qui fait un travail excellent, qui n'attend même pas d'être forcément payé avant de faire ce qu'il a à faire. C'est un bon citoyen. Je peux en témoigner pour ce que je sais. Cela dit, les questions que nous soulevons, il faut les nuancer. Firmé parle de directeur ou de censeur capricieux qui pourrait donc s'abstenir d'inscrire et de marquer la présence donc de l'enseignant. Abdias parle tout d'autre chose, hein, des directeurs qui ne maîtrisaient pas l'outil et qui ne sont pas à même d'inscrire les enfants sur la plateforme. De vous à moi en toute sincérité. Vous pensez que nous en sommes encore là aujourd'hui? Attention, Fidèle. Non mais des écoles privées. Pour les publics, je n'en parle même pas parce que toutes les dispositions sont prises à ce niveau-là. Les dispositions sont prises, mais est-ce qu'elles sont respectées? Là où nous en sommes aujourd'hui, je me défie Abdias, mais aussi les promoteurs d'école, de dire que un enfant peut évoluer dans le circuit aujourd'hui sans être inscrit sur la plateforme EducMaster. Non, Fidèle, vous ne pouvez pas le CI. Oui. Et donc, il est question, je vais finir, vous allez prendre la parole. Donc, il est question, tout au moins, que chaque école se donne les moyens d'acheter de la connexion pour 200 francs pour pouvoir inscrire les enfants sur la plateforme et garantir au-delà l'enfant qui est inscrit au CI cette année ne puisse pas faire de gymnastique pour se retrouver au CE1 l'année prochaine. C'est aussi simple que ça, c'est une question de transparence. Donc, l'obligation est faite justement aux promoteurs d'établissement ou aux directeurs d'établissement, s'il s'agit du public, eh bien, de faire le nécessaire pour. Et on ne peut pas prendre ceci à défaut pour le pouvoir public.
public. Ça, c'est un. Pour ce qui concerne le cas de Firmin, soyons sérieux. De mon temps, j'ai été délégué d'établissement dans Porto Novo ici. Et il y a quand même le cahier de test, d'accord, qui atteste de ce que non seulement l'enseignant est arrivé, mais il a fait ceci, il a fait cela. Vous pensez que les cahiers de test sont en vigueur comme auparavant? Bien sûr. Je prends des exemples sur moi-même. Ma fille est responsable de classe. Donc, c'est vous dire que les mesures de contrôle, les mesures de suivi existent. Et je voudrais être vraiment clair là-dessus. Je n'ai jamais dit qu'il ne peut pas y exister de ces cas dont vous parlez. Nous sommes humains. D'accord? Ces cas-là peuvent exister. Nous disons la même chose. Non, ne disons pas la même chose. Vous élevez ça au titre de norme. Ces cas peuvent faire l'exception, mais ça ne peut pas être quand même généralisé. C'est des cas exceptionnels, c'est des cas isolés qui sont gérés parce qu'à partir du moment où l'enseignant a même justifié sa présence, quel que soit le niveau de méchanceté du directeur et du censeur, il va pouvoir donc se justifier tranquillement, même sans faire des histoires. Au-delà de tout, même ses propres élèves peuvent témoigner pour lui, pour dire oui, il était au cours de telle à telle heure et a fait tel travail. Donc je voudrais que nous soyons dans la bonne foi. Ce que nous autres journalistes nous plaidons souvent quand nous sommes en défaut là. Nous plaidons tout au moins la bonne foi au bien de ce qui se passe au lieu de prendre des cas isolés pour généraliser. Fidèle, une question. Est-ce que il faut qu'un apprenant ou les parents d'un élève payent d'abord avant que l'enfant ne soit inscrit sur la plateforme EducMaster? Parce que quoi? Non, laissez-moi terminer, oui. Fidèle. Il y a ces cas aujourd'hui. C'est pas permettez, Fidèle. Il y a à Porto Novo. Attendez, vous m'appelez le nom des écoles. Parce que je suis parent d'élèves. On demande 100 francs, 200 aux enfants pour les inscrire sur la plateforme. D'accord? Vous constatez que j'apporte l'eau à votre moulin. Il y en a. Ces fonds pour servir à quoi? Pour acheter la connexion. C'est d'une bassesse inqualifiable. J'en connais. Dans l'école de ma fille, ils l'ont fait. J'ai interpellé le promoteur qui est quand même un ami quand même d'un certain âge. Je me garde d'appeler le nom de son école. Mais j'étais ahuri de comprendre que lui-même me répète exactement ce que la maîtresse a dit. Fidèle, ce n'était pas le même problème. On ne parlait pas de même problème. Le problème dont je parlais, c'est quoi? C'est qu'il y a des écoles privées secondaires à Porto Novo ici. L'enfant fait 6e aujourd'hui, cette année bien sûr. L'année prochaine, l'enfant devrait être en classe de 5e si il a eu la moyenne. L'enfant a bel et bien la moyenne, mais l'école, je sais pas si c'est de l'ignorance. Quand on vérifie, parce que vous savez qu'avec le numéro EducMaster de l'apprenant, on peut retrouver sur la plateforme que l'enfant est en telle classe, à tel collège, à un moment. Voilà. Et donc, on retrouve que l'enfant est toujours en 6e. Or, l'enfant est déjà en classe de 4e. Et donc, au fait, pourquoi le constat a été fait? C'est parce que l'enfant devrait faire transfert, changer d'école. Et les parents disent, mon enfant va à telle école. On est arrivé à une école publique, bien sûr, un collège d'enseignement général. On dit, il faut que l'enfant soit transféré de là-bas à ici. On va là-bas maintenant, c'est là-bas, on constate que l'enfant est toujours en classe de 6e. Et on essaie de gérer, mais ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être pas ignorance. Le fondé de l'école ou le directeur de l'école, c'était même une directrice, dit que on n'a pas encore le temps maintenant de faire le transfert numérique de l'enfant. Et puis encore, on nous envoie vers la direction départementale. Et arrivé là-bas, il faut obligatoirement que ces notes soient exportées d'abord. Et donc, sans ça, on ne peut rien faire. L'enfant, je vous dis, a perdu l'année comme ça. Vous voyez que c'est des problèmes que nous avons aujourd'hui. Abdias, oui. Vous posez un problème. Non, attendez, il y a Abdias. C'est parce que le problème qu'il a posé, j'en ai vécu cette année. Et c'est passé. Heureusement qu'il a évoqué la situation du transfert. Vous savez, d'abord, c'est une situation qui doit être gérée de connivence avec l'école de provenance de l'enfant. Oui. Parce que le transfert doit être fait sur la plateforme. Obligatoirement. Obligatoirement. Sinon, j'ai un cas cette année, c'est pratiquement vers la fin de cette année scolaire que le promoteur de l'école et que l'enfant avait fait l'année dernière est venu maintenant pour dire que l'enfant n'a pas été mis à jour sur la plateforme. Vous voyez donc, il est de bon ton que les dirigeants, que les promoteurs d'école puissent faire le nécessaire pour qu'à l'heure du numérique, à l'heure du digital aujourd'hui, ils puissent faire le transfert sur la plateforme. Parce que c'est archaïque ce que nous faisions. Est-ce qu'il ne fallait pas faire une communication, s'il le faut, autour de ce moyen aujourd'hui qui permet à ce que on fait le transfert numérique? Parce qu'il y a des parents qui ne savent rien de ce que mon enfant quitte une école A pour une école B, il faut un transfert numérique. Et comme les parents ne disent rien, l'école de provenance aussi ne dit rien. Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser les parents d'élèves aujourd'hui sur le fait que quand votre enfant
quitte une école pour une autre, il faut forcément mettre la pression pour que le transfert numérique soit fait. Il revient aux promoteurs d'école d'informer les parents. Et d'ailleurs, les parents n'ont pas un rôle en tant que tel à jouer dans ce domaine. Justement, mais voilà. Monsieur, vous êtes parents, vous devez vous assurer à ce que votre enfant, le cursus, qu'il n'y ait pas de problème demain. Mais parce si que vous ne savez pas qu'il y a quand on parle d'Educ Master, vous devez chercher à comprendre c'est quoi Educ Master, quel est le rôle. Donc pour moi, s'il y a ce souci-là, peut-être que c'est au niveau du ministère que bon, peut-être la communication n'a pas marché, mais je sais que aucun parent qui aujourd'hui a son enfant dans une école privée ou publique ne peut pas dire qu'il n'a pas connaissance. Non mais il y a je vous parlais, c'est parce que lorsque vous faites le transfert de votre enfant d'une école à une autre, vous devez vous rassurer de cela. Est-ce que côté numérique de l'école de provenance, est-ce que cela est respecté en ce qui concerne l'Educ Master? Justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les parents qui sont analphabètes, ils n'ont rien à voir avec Educ Master. Justement. Les parents qui sont, par exemple, le cas dont je suis en train de parler, le papa il est analphabète, la maman est analphabète, mais les enfants n'ont pas été transférés sur le plan digital, voyez-vous. Donc le papa lui n'utilise pas les NTIC, il n'utilise pas l'ordinateur, il ne connaît rien d'Educ Master. Mais c'est au promoteur d'école, au directeur de dire à l'école qui est en train d'accueillir l'enfant que ceci doit être fait. Donc d'informer les parents. Et s'il y a des moyens financiers à y mettre, le papa saura que bon, j'ai tel à investir pour que cela soit fait. Et d'ailleurs c'est même gratuit. Oui, Fidèle. Non mais Abias a parlé, Firmin aussi, j'ai plus rien à dire. Non, c'est votre tour de parole, allez-y. parce que j'ai compris que dans votre orientation de la question, nous allons parler des cas spécifiques. Il faut forcément accuser X. Non, mais c'est pas ce que nous faisons. Heureusement qu'il y a des gens qui sont encore plus avertis que moi de la situation. Non, je pense que vous êtes avertis. Je pense que moi je parle en tant que parent d'élève avant tout, et ensuite en tant que journaliste parce que je vais à la source de l'information. Et les promoteurs d'école n'ont pas d'excuses, d'accord? Je crois que c'est seulement le mois passé qu'une mission nationale a fait le tout pour sensibiliser justement les promoteurs d'école sur les mesures de gestion de l'école, les mesures donc de changement donc de siège, de création de nouvelles unités pédagogiques. En tout cas, tout ce qui entoure la gestion donc d'une école privée. Je crois qu'il y a une mission officielle du ministère, je crois que c'est le ministère des enseignements maternels et primaires, dont les communications ont évolué jusqu'au niveau du secondaire parce que l'arrêté interministériel qui organise tout ça prend en compte aussi l'enseignement secondaire. Donc, les promoteurs d'école n'ont pas d'excuses sur la question. Je voudrais juste m'appesantir sur un paramètre qui pourrait nous échapper par rapport à la lenteur observée au niveau donc de certaines écoles, en l'occurrence les écoles privées, dans les diligences à faire pour que l'enfant soit transféré dans une autre école. Il y a souvent de ces considérations, l'enfant n'a pas soldé la contribution à faire de scolarité. Il y a souvent ces choses-là. Il y a que l'enfant doit ceci ou cela. Les parents sont quand même... Donc, il y a qu'on demande forfait, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Entre autres, si c'est forfait, j'encourage fortement les parents à dénoncer parce que l'inscription est gratuite. L'école a l'obligation, parce qu'il s'agit justement de la crédibilité de l'école, il s'agit de la notoriété de l'école, parce qu'il est à jour vis-à-vis donc des institutions des pouvoirs publics. Nous ne sommes pas dans un régime où nous sommes dans un pays où chacun se lève et fait ce qu'il veut. Donc quand il y a des orientations, est-ce que l'internet que ces promoteurs-là font utiliser est mis à leur disposition? Qui va mettre l'internet à leur disposition? Qui met l'internet à votre disposition pour aller chercher l'information? Non, arrêtez, soyons sérieux. Qui met l'internet à votre service, vous autres, qui en faites 500 000 francs, 5 000 tout le temps? Si vous parlez de l'information, je suis d'accord. Même du public, il y a quand même les caisses de monnaie dépenses. Il y a des ressources dans un système. Il y a des collèges carrément, le Wi-Fi est installé dans des collèges aujourd'hui. Dans combien de collèges aujourd'hui? Dans combien de collèges? C'est une question de management. C'est vrai, chaque école a un budget. Je pense que c'est une question de management. Et nous n'allons pas nous attarder sur ces cas qui, à mon sens, ne méritent même pas qu'on s'y attarde en réalité. Quand vous êtes dans un système et que les indicateurs changent, vous devez vous aussi vous mettre à jour. C'est la moindre des choses. Pourquoi vous n'allez pas dire que parce qu'on a changé la présentation donc du BPC, vous ne laissez pas votre enfant aller au BPC? Non, mais vous n'avez pas le choix. C'est le pouvoir public qui définit la politique. Ensuite, la politique est définie. Vous êtes obligé, surtout quand vous êtes encore acteur du secteur. Donc, sincèrement, nous n'allons pas nous attarder sur ces cas-là. Mais non, quand il y a de ces dérives où les gens exagèrent, demandent de l'argent pour faire l'inscription, pour faire
la mise à jour de l'enfant, il faut pouvoir dénoncer. Il faut pouvoir dénoncer. C'est très important de dénoncer. Lorsque on vient de commencer la chose, le Béninois veut toujours profiter. Bon, quand bien même les parents ne savent pas que c'est gratuit, bon, le parent même peut demander à l'enseignant qui est en train de pouvoir l'aider, c'est combien? Qu'est-ce qu'il faut? Ça fait combien? Ça se fait même comme ça, c'est tant mieux. C'est le bon vouloir de monsieur, quoi. Mais que l'enseignant me dise à moi, il sait que je suis journaliste. Il demande 200 à ma fille. Il ne savait pas. Il savait très bien. Non, fidèle. Et puis je le montre au promoteur, lui-même qui, quand même, était d'abord du secteur public qui est à la retraite, et qui est maintenant promoteur d'école, et qui me disent gardement, mais il faut quand même la connaissance. J'ai dit, mais voilà les bêtises du public que nous dénoncions, qu'on ramène encore dans le privé. Oui, Abdias Agaba. Et si dans le privé, il y a des promoteurs d'école qui demandent de forfait pour pouvoir inscrire, que ce soit les enfants ou bien les collaborateurs, les enseignants, dans le public, je connais des écoles qui réclament aussi des miettes. Il faut les dénoncer. Pour pouvoir inscrire, même leurs collègues, même leurs collaborateurs, ils veulent du forfait d'abord avant de les inscrire. Il faut les dénoncer. Et là, ça se passe. Je crois qu'il faut dénoncer. Nous avons l'obligation de dénoncer. Voilà, donc vous savez, au-delà de tout, c'est moi ma part de compréhension. Le gouvernement ou le ministère en charge devrait normalement sortir une note et dire que l'inscription est gratuite. Toute information sur la plateforme est gratuite pour l'enseignant, pour les apprenants. Et par conséquent, mettre en garde ces enseignants qui veulent profiter de la situation pour se faire de l'argent ou pour remplir leur poche. Oui, Fimia Sogba, nous allons laisser ce côté et nous allons également parler de ces nouveaux bacheliers-là. Plus de 42 000 nouveaux bacheliers encore qui sont admis cette année. À quoi il faut s'attendre? Les universités vont se remplir, les apprenants vont mal choisir leur filière et au finish vont chômer. Et pendant ce temps, les enfants qui ont choisi la filière technique, les lycées techniques seront les premiers à s'acheter des véhicules. Pendant ce temps, ceux-ci seront en train d'écrire j'ai l'honneur. C'est le moment plus que jamais parce que moi, à un moment donné, je ne suis pas totalement d'accord ou content, satisfait de notre système éducatif. Il vaut mieux promouvoir beaucoup plus aujourd'hui. C'est là où j'épouse l'idée du gouvernement, promouvoir les lycées techniques. Parce que, vous savez, là vous apprenez à faire quelque chose. Vous êtes formé et vous appliquez. Mais ici, on nous a appris tout le temps à parler le français, à lire les romans. À quoi ça sert? Encore que pour vous, les gens ne parlent pas bien français. Et aujourd'hui, ce français qu'on nous a enseigné, la dissertation, la philosophie, le commentaire composé, on parle mal ce français-là. Et c'est difficile. Mais ça vous a quand même servi à quelque chose. Ça a servi de dire, mesdames et messieurs, bonjour. C'est ce que nous faisons. Et je me rappelle, lundi dernier, on a parlé des conditions de vie des journalistes. Et c'est ça. Parce que nous avons appris à faire ça, nous avons aimé à faire la littérature. On a tous fait, je crois, la A1 ici. En tout cas. Non, pas tout le monde. Bon, pas tout le monde. mais les professeurs, les docteurs, les enseignants de l'université auront une lourde charge. Et je pense que déjà le gouvernement même organise des séances d'orientation. Ça va permettre à ces nouveaux bacheliers de bien choisir. Et l'autre chose, là où les parents doivent véritablement jouer, si un enfant dit qu'il veut faire quelque chose, laissez-le faire. Mais ne cherchez pas à forcer. C'est aussi ça la réalité. Mais si vous trouvez que ce que vous lui proposez, c'est pour son bien-être, c'est pour son avenir, il faut l'aider. De le convaincre. Oui, Abdias Agaba. Oui, et tel que Fimé l'a dit tout à l'heure, c'est le moment plus que jamais d'orienter les jeunes bacheliers. Et je pense que dans chaque commune, il y a une orientation des séances qui s'organisent, d'information de ces nouveaux bacheliers-là pour les orienter face à leurs filières, des écoles. Je pense qu'il serait de bon ton à ce que les parents puissent laisser les enfants choisir. A priori, si je suis un parent, je vois que telle filière, telle faculté n'est pas aisée pour mon enfant, je dois le coacher, je dois l'orienter, je dois lui donner d'informations pour pouvoir choisir bien une formation à faire. Ne pensez-vous pas que cette orientation-là devrait commencer
depuis la classe de seconde? Oui, j'en avais parlé en amont, mais si l'enfant n'a pas choisi depuis la classe de 3e, après avoir obtenu son BPC ou le CEP, il n'a pas vite choisi une filière ou une formation technique à faire, et c'est après le baccalauréat qu'il veut choisir maintenant, là, il aura du fil à retordre. Fidèle, Vaudouin, plus de 42 000 nouveaux bacheliers cette année, encore chômage au Bénin. Non, vous savez, la question du chômage est une question assez complexe. Sinon, vous et moi sommes peut-être des chômeurs qui s'ignorent. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et il y a toujours quelque chose à faire, en fait. C'est peut-être sur ces considérations qu'on n'avait pas compris le directeur général de la NPE en son temps, quand il banalisait en quelque sorte, entre guillemets, le taux donc de chômage au Bénin. Donc, c'est dire que dans notre contexte sociologique, même que c'est difficile d'étiqueter quelqu'un de chômeur tout de suite, alors même que cette personne a la possibilité de faire quelque chose. On parlera beaucoup plus de sous-emploi, d'accord, parce que le monsieur n'exerce peut-être parce qu'il a appris ou travaille dans un secteur en deçà donc de ses qualifications. Cela dit, la question aujourd'hui de l'orientation, je crois que Fimé a commencé à en parler déjà, heureusement que le gouvernement a quand même un dispositif d'orientation qui est mis en place. Mieux, aujourd'hui, le choix des filières ne se fait plus au bon vouloir des parents ou au bon vouloir des bacheliers. Il y a quand même carrément une commission qui travaille là-dessus aujourd'hui, et en fonction donc des 3 choix, je crois, qui sont opérés par les bacheliers, il y a cette orientation-là qui est faite en fonction de la moyenne des aptitudes. En tout cas, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui avec des professionnels véritablement du secteur qui savent de quoi il s'agit véritablement et quelles sont les réelles potentialités de l'enfant. Il y a des enfants qui veulent aller faire la médecine coûte que coûte, mais qui en réalité, quand on analyse véritablement leurs notes à l'aune donc de leurs aptitudes réelles qui sont faites peut-être pour l'anglais ou peut-être pour l'agronomie. Donc, il y a de ces travaux d'orientation qui aujourd'hui ont pris véritablement vraiment des tournures assez intéressantes avec l'implication donc du pouvoir public, avec l'implication du gouvernement, et qui permettent aujourd'hui de ne plus vraiment faire dans la déperdition comme on l'a constaté depuis quelques années. Donc je crois que ça c'est relatif du gouvernement. Il reste maintenant à souhaiter que les parents aient véritablement les moyens, parce que c'est une affaire de moyens aussi. On crie tous alléluia, mon enfant a eu le bac, mais ce qu'il y a derrière là, le minimum là, c'est 400 000, c'est pas l'amusement. Donc il faut souhaiter véritablement que les conditions s'améliorent pour les parents, pour faire l'accompagnement pour ceux d'entre les enfants qui ne seraient peut-être pas boursiers ou qui ne seraient pas secourus, ceux qui doivent être tenus dans telle ou telle école à titre payant, parce que forcément leur moyenne n'est pas assez fournie pour prétendre donc à la bourse, que les parents puissent trouver quand même les moyens d'accompagner donc ces enfants-là dans les filières dans lesquelles ils pourraient être donc orientés. Donc je pense que c'est un tout et c'est un travail assez sérieux, et le dispositif aujourd'hui en place, on peut, me semble-t-il, faire confiance donc pour assurer une meilleure orientation et donc prévenir les risques de chômage dont vous parlez, cher ami Casimir. Finalement, Sogba, ne pensez-vous pas qu'il y a un souci dans le choix des filières ou dans les classements par filière aujourd'hui, quand on se base, comme Fidèle le dit, sur les moyennes obtenues par l'enfant à l'examen, alors qu'on sait bien que à la veille de l'examen, tu peux réviser un cours et à la composition, c'est ce sujet qui est sorti et tu traites, tu as la moyenne. Ah mais Casimir, ok, ce sont des enseignants, ce sont des spécialistes qui sont formés pour, qui se retrouvent à ce niveau. Je pense que ce sont eux qui font le travail. C'est justement des humains. C'est des humains. Ce ne sont pas des pratiquants du phare pour savoir que bon, je vais prendre le nom de tel enfant et vérifier qu'est-ce qui lui sera donc. Encore que je vous rassure, le phare même dit quand on les mots qu'il y a quand même des gens intelligents pour l'interpréter. Voilà. Donc ce ne sont pas des pratiquants du phare pour vérifier bon quelle filière tout ce qui va avec. Voilà, donc ce sont des humains. Donc c'est pourquoi on parle d'orientation. À 50%, vous êtes amené à vérifier, à voir si bon, est-ce que ce que le gouvernement propose, est-ce que ça va avec mon enfant. Ça peut marcher avec certains, ça peut marcher. Et là vous-même vous voyez. Mais du moment où l'enfant a eu des notes passables et a eu une moyenne passable, en fin de compte, il sera difficile de voir qu'est-ce qu'il peut faire exactement. Sauf si ce dernier savait déjà ce qu'il voulait faire. Encore donc, après le lorsque le gouvernement fait l'orientation, propose des orientations, vous oriente par rapport à ce qu'il faut faire à l'université, c'est à vous de voir par la suite. Mais je pense que il y a 50% de chances que cela marche et 50% que ça ne marche pas. Moi, j'ai vu un enfant l'année dernière, le gouvernement l'a orienté, c'était ce que cet enfant voulait faire. Et ça a marché exactement. Par contre, il y a certains, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais par la suite, ils sont obligés de s'inscrire. Et
et de suivre ce que le gouvernement a dit. Donc, ça marche. Ils n'ont pas eu de rattrapage lors des sessions. Donc, quelque part, ça peut marcher, quelque part, ça peut ne pas marcher. Oui, Abdel Sagaba, l'autre problème aujourd'hui, c'est que après les classements, les nouveaux bacheliers, pour ne pas dire les nouveaux étudiants, vont parce que il y a la bourse, parce qu'il y a le secours. On va dans cette filière parce que on m'a classé là-bas, j'ai une bourse là-bas, j'ai une aide universitaire et on va là-bas et la fin, c'est compliqué. Il faut informer nos jeunes bacheliers aujourd'hui de ne pas courir après les bourses, de ne pas courir après les secours universitaires parce qu'ils iront à la perdition. C'est pas parce qu'il y a de bourses là-bas que j'irai là-bas pour me faire former. Alors bon, pour devenir quoi? Les bourses là me serviront à quoi? Quel est le but ultime de leur étude après le baccalauréat? Faudrait pas qu'ils se fassent former pour chômer. Voyez-vous. Donc c'est mon avis. Oui, Fidèle Vaudounan, on connaît des étudiants aujourd'hui qui disent j'ai ma bourse là, même si je terminais, je ne trouve pas quelque part avec mon agent, avec la bourse que j'ai reçue, je peux entreprendre quelque chose. Encore qu'on ignore la gestion de ces bourses universitaires. Oui, c'est en cela que vous êtes champion. Vous êtes accro des situations exceptionnelles. je vous connais pour ça, parce que vous avez fini par le dire, les bourses et secours universitaires, c'est des bourses et secours universitaires. Ce n'est pas des fonds d'appui à l'entrepreneuriat. C'est ça la différence. Donc, mais est-ce qu'on sait de quoi? Ce qu'on lui donne, a priori, s'il en faisait bon usage, ça ne devrait pas excéder justement son cadre d'études en termes donc d'intrants ou de manuels et autres à avoir pour avoir donc les meilleures conditions d'études possibles. Ce qu'il faut. Oui. Ce qu'il faut au-delà des campagnes d'orientation aussi bien gouvernementales que privées, parce qu'il y a aussi des initiatives privées en termes donc d'orientation des nouveaux bacheliers, c'est que on ajoute quand même ce paramètre dont vous parlez en termes donc de carrière envisagée. Parce que le problème majeur pour nous aujourd'hui au Bénin, c'est que nous avons souvent été formés pour chômer généralement. Heureusement que ça change depuis quelques années maintenant où on change aussi de paradigme, où l'État lui-même prend en charge aujourd'hui d'orienter conséquemment les nouveaux bacheliers. Ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas votre cas quand même. Il faut déjà saluer ça. C'est déjà quelque chose. Maintenant, il revient à chaque étudiant qui ne doit plus se considérer aujourd'hui comme un élève. C'est un étudiant aujourd'hui. Il est déjà un pas véritablement dans la vie active. Et il doit pouvoir se considérer comme tel. Parce que ce que nous ne savons pas, quand on parle du plaisir à parler aujourd'hui des marques Zuckerberg, de je ne sais qui encore, qui ont créé ceci ou ont créé cela. Nous pensons que c'est pas un coup de baguette magique. Non. C'est des gens qui ont été déjà formés depuis la maternelle à leur carrière envisagée. C'est des gens qui ont été orientés vers leur passion et c'est des gens qui ont déjà été formés à l'entrepreneuriat. Et qui j'appartiens à une structure, je fais la digression, et qui fait dans l'éducation sociale et financière, qui a en fait au cœur même du développement de ces gens-là dans ces pays développés-là. De sorte que ce n'est pas l'école la priorité. Ce qui est la priorité, c'est le développement des potentialités de l'enfant, ajouté maintenant aux éléments qui lui permettent donc d'aller vers l'entrepreneuriat et donc non seulement de créer son propre emploi, mais de créer de l'emploi aussi pour d'autres personnes. C'est ça le nouveau paradigme que promet aujourd'hui le gouvernement de la rupture et qu'il faut saluer. Et il faut souhaiter que les mesures, je l'ai déjà dit une fois ici, soient constantes dans le temps afin que ça ne relâche pas à un niveau donné pour que tous les efforts fournis juste là deviennent du jour au lendemain vains. Donc c'est ce qu'il faut véritablement souhaiter. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus conscients de la situation. Ah bon? Oui, je pense pour ceux avec qui moi je travaille. Quand vous voyez leur niveau, j'ai des bacheliers, j'ai des étudiants aujourd'hui qui sont dans les ateliers en train d'apprendre le métier. Oui, ça c'est vrai. Moi j'en connais trois qui ont fait le BTS, qui ont fait les licences, qui sont revenus aujourd'hui apprendre la couture, apprendre la coiffure, et qui ont pu l'orientation n'avait pas marché. Ce n'est pas que l'orientation n'a pas forcément marché. Elle a fait ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aimait véritablement. Et ça, tenez-vous bien, c'est quand même la série technique. Quand la personne a fait secrétariat par exemple, c'est bien technique. Donc quand il constate qu'à l'arrivée, ça ne donne pas. Il faut être capable de se réorienter. C'est aussi ça. Et pour ça, il faut vraiment qu'on fasse ce travail déjà dans nos familles. Parce que ce n'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Pour dire, écoute, quand tu essaies ceci et arriver à un niveau donné, ça ne marche pas, il faut pouvoir apprendre autre chose. On ne nous apprend pas forcément ces choses-là à l'école. Donc, d'où la responsabilité des parents, d'où la responsabilité des organisations de la société civile qui font dans ce secteur-là, à vraiment armer à faire ce réarmement au niveau donc des jeunes pour qu'ils comprennent que, on ne fait pas forcément ce pourquoi on est formé et qu'en situation, il faut pouvoir s'adapter et avancer. Et c'est ça le plus important. Si vous avez un enfant aujourd'hui qui pendant les vacances doit pouvoir aller
aller seulement au cours de vacances et n'est pas capable d'aller dans l'atelier de sa maman qui fait couture ou bien d'aller dans l'atelier de sa tante qui fait coiffure, mais c'est vous qui perdez. Parce que si demain vous devez l'orienter président vers l'extérieur, ce qui va lui permettre de retrouver ses marques d'abord là-bas là. Ce n'est pas son marque ou bien son master. Les gens ont fait ça là-bas dans les meilleures conditions. Donc c'est ça, c'est ce qui est là de pratique que les autres n'ont pas. C'est ça qu'ils vendent d'abord, c'est ça qu'elles vendent d'abord avant de pouvoir donc se repositionner et pouvoir même aller exceller même dans ce qu'elles voudraient véritablement faire. Donc c'est à cela qu'il faut que nous invitions nos plus jeunes, nos enfants, en essayant vraiment de finir avec les considérations de voilà le gouvernement. Et je pense que on a vraiment à prendre notre destin en main et au-delà donc de ce que le gouvernement peut faire. Le gouvernement a l'obligation, reconnaissons-le, de mettre en place les mécanismes de facilitation. C'est leur responsabilité. Mais en absence de ces mesures ou bien en insuffisance de ces mesures, nous devons pouvoir nous affirmer, c'est le plus important. Firmin Asogba, Abdiassa Gagba, fidèle Vodounon, merci à vous d'avoir été des nôtres. Que dit la presse de ce jeudi 11 juillet 2024? Nous sommes à la fin. La mise en ligne a été faite par Samuel Mugo à ce microphone pour la présentation. Je suis Enayon Casimir, ok.